10 questions autour de ma rupture amoureuse, 5 posées la semaine dernière, 5 aujourd'hui, on continue le travail et ça commence juste après le jingle. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. On se retrouve aujourd'hui pour continuer nos raisonnements autour de votre reconquête amoureuse. Et vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, continuer finalement la description, les questions qui tournent autour de ma propre rupture amoureuse, étant donné que c'est un sujet qui permet à pas mal de gens d'opérer des comparaisons, de donner de la légitimité aux réflexions mises en relief, et puis aussi certainement une source de motivation et d'inspiration, puisqu'aujourd'hui ma reconquête est actée et je voulais vraiment vous décrire un petit peu tout le parcours que j'ai pu, tous les obstacles que j'ai pu affronter pour en arriver là. Donc on continue nos 10 questions autour de ma rupture amoureuse avec les 5 suivantes et je me jette direct à l'eau avec un questionnement qui revient excessivement souvent, à savoir quelles ont été mes réactions au moment de la dite rupture amoureuse. Très clairement, je vais les partager en deux. Il y a deux types de réactions très différentes l'une de l'autre. Il y a le début, on va dire, le moment où je suis encore en Suède, et puis il y a le moment où même trois types en fait, et le moment où je rentre en France. Tout au début, très clairement, quand je décide de prendre mon billet d'avion, comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, je sais pas du tout comment réagir, et puis c'est pas annoncé comme une rupture intégrale, définitive, avec un arrêt de sentiments, etc., etc. Donc je me dis, si je fais tout bien, si je suis sympa, si je lui montre que j'ai beaucoup d'attention, que tout va aller bien à l'avenir, etc., etc., ça va peut-être faire évoluer les choses. Donc tout en étant en manque absolu de confiance en moi, j'essaye d'être très attentionné. Elle rentre du boulot, la bouffe est faite, des fleurs, des massages, ce genre de trucs. Bon, très clairement, on se rapproche, mais je sens que les problèmes sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus lourds, beaucoup plus présents que juste une petite engueulade, si vous voulez. Donc, ça n'empêche pas de. On a ensuite un autre type de réaction qui, grosso modo, va tourner autour de l'agressivité ou en tout cas d'un manque de contrôle total. Il y a le moment d'abord où effectivement, je vous ai raconté cette soirée de Noël qui se passe pas super bien, où là c'est engueulade, pleurs, cris, peut-être pas parce qu'on était chez les beaux-parents, donc j'ai pas pété des assiettes et tout, puis je suis pas le mec violent de base, mais quand même dans le reproche. Et puis il y a le moment où je reviens en France et où là aussi ça se repartage en deux types de réactions très cheesy, hein, j'ai envie de dire, très fleur bleue, avec des SMS, des mails et tout ce que tu veux, hein, tout y est passé, tous les canaux de communication pour lui dire à quel point elle me manque, que j'espère qu'elle va bien, qu'elle va mieux, que ça évolue, qu'il faut qu'elle réfléchisse, que je l'aime du fond du cœur, etc., etc. Et puis les moments où il va y avoir beaucoup plus de reproches, voire même des insultes. C'est moche, c'est dur de l'avouer dans la caméra, je dois avouer, mais je l'ai un peu traité de tous les noms au moment où elle m'a vraiment officialisé le fait qu'elle soit avec ce type-là, donc avec son ex, remise en couple, parce que d'abord, quelque part, j'espérais qu'on soit dans une sorte de break, mais finalement, c'était bien une rupture amoureuse. D'ailleurs, son argument, ça a été, on n'est pas ensemble. Physiquement, on est à plusieurs milliers de kilomètres, et puis on a mis une pause à tout ça, c'est la preuve qu'on n'est pas ensemble, donc c'était une rupture, haha, surprise. Donc je fais ce que je veux, et je comprends que ça te fasse du mal, mais donc le retour avec ce mec-là, moi je l'ai super mal pris, et là effectivement, j'ai ouvert le dictionnaire à la page oiseaux exotiques, et j'ai fait un descriptif en long, en large, en travers de tout ce que je pouvais trouver, quoi. Donc ça s'est pas très bien passé, et là ça a été le début d'une catastrophe où j'étais à la fois en recherche de contact
et à la fois prêt à lui sauter dessus au moindre détail, hein, si vous voulez. Moi, je me rappelle d'une journée, ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais une journée où elle était partie bosser, elle avait oublié de déconnecter son MSN, hein, à l'époque ça s'appelait, l'ancêtre de Skype, et puis il y avait un pseudo marqué en suédois qui grosso modo signifiait « parti pour travailler ». Et moi, dans mon manque de vocabulaire et puis dans ma volonté de voir des signes, des trucs, des machins, j'avais compris « parti du travail ». Sous-entendu, je suis à la maison. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de communiquer avec elle toute la journée en me disant « oh là, ça fait 3 heures, je peux envoyer un autre message », comme quoi on n'a vraiment pas la même notion du temps. Elle m'a jamais répondu, et puis le soir, finalement, bon, elle est venue m'engueuler en fait, en me disant « mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu me casses les noix, etc., etc. » Et je lui ai dit « mais attends, ça se fait pas », donc comme si elle me devait quelque chose. Il y a marqué que t'es pas au boulot, et puis je t'envoie un message, tu me réponds même pas, enfin des messages hein, d'ailleurs, il y en avait beaucoup. C'est moche, et là elle me dit mais t'es un abruti mec, j'ai pas du tout marqué ça, c'est le contraire, j'ai oublié de me déconnecter, et à l'époque par mail on pouvait, ou par mail ou sur le site internet lié à sa messagerie, on pouvait changer son pseudo, grosso modo c'était ne me contactez pas, je suis au taf quoi, j'ai oublié de déconnecter. Je suis passé pour un guignol, hein, et plus d'une fois, très clairement. Donc le type de réaction, ça a été très dans la démonstration, mélangé à du reproche, un peu d'agressivité, puis retour à des excuses, et puis un manque de linéarité totale qui finalement faisait que la communication était véritablement en dents de scie. J'avais parfois des réponses quand j'étais moins agressif, plus sympa, mais toujours des réponses oui, non, au revoir, à plus, ciao, quoi. Enfin voilà, pas intéressant jusqu'à ce que je change un petit peu mon fusil d'épaule et que ça donne quelque chose qui ressemble un petit peu plus au système crise. Mais les réactions de base, c'est avancer en eau trouble, hein, c'est marcher dans des sables mouvants, enfin voilà, vous imaginez ce genre de détails, la manière dont on peut voir cette situation, très compliquée, je savais pas du tout comment m'en sortir, j'avais pas de boussole à l'époque, donc pas terrible. La question suivante, c'est qu'est-ce qui se passe finalement quand je reviens en France? Et franchement, très honnêtement, mon environnement ne m'a pas aidé. Je ne me suis pas aidé non plus. Mais je reviens en France chez, à l'époque, mon père qui était encore avec ma belle-mère, et il vivait dans une maison qui était séparée en 2 étages. L'étage du dessus, c'était plus l'étage à vivre, on va dire, et l'étage d'en dessous, il y avait un grand garage avec 2 espèces de chambres qu'on avait aménagées et une salle de bain. Et ces chambres-là, c'était ma chambre à moi et la chambre du fils de ma belle-mère, qu'on va appeler mon demi-frère, comme ça on n'a pas besoin de parler de liens de sang, etc. Bref, je reviens là-dedans, et ce qui est la coïncidence juste ignoble, c'est qu'en même temps, mon demi-frère donc est là, et lui aussi vient de se faire quitter, larguer par une nanette qui elle aussi s'appelle Elena, qui elle aussi vient d'un autre pays, à savoir le Portugal, et les deux on se retrouve vivant la même situation et puis à se tirer vers le bas, quoi, très clairement. Donc pendant des semaines, c'est de l'alcool, c'est d'autres choses dont je ne vais pas forcément parler devant une caméra, c'est des jeux vidéo, c'est on regardait des dessins animés complètement arrachés, enfin c'est nous qui étions arrachés, c'est pas les dessins animés, je me suis fait l'intégrale des Chevaliers du Zodiaque, quoi. Je veux dire, à plus de 20 et quelques années, je me faisais pitié à moi-même très clairement, et puis on a fini par être sur un rythme où finalement on dormait le jour, on vivait la nuit, on se réveillait, on buvait, on prenait la voiture, ce qu'il faut surtout pas faire, attention, pour aller en centre-ville, boire un peu plus, potentiellement voir des potes, et s'il y avait personne, on revenait et on continuait à picoler. Donc vraiment une vie où je me suis abandonné, je me suis laissé tomber, ce qui n'a pas été génialissime, ce qui a été très compliqué. Tout ça fait de lamentations, fait de pleurs, fait de... Voilà, quand je reviens en France, on est là-dessus, plus mes tentatives de communication complètement avortées, plus toutes ces occurrences incroyables au moment d'une rupture. On a l'impression que tout ce qui est autour de nous va nous rappeler cette rupture amoureuse. Je me rappelle à midi, à un moment où je vais manger, parce que voilà, les heures à l'époque, j'avais plus de montre, mais je monte manger un bout et j'allume la télé, et là, bam, un reportage sur la Suède. Et tu fais, mais putain, il y a 250 et quelques pays dans le monde.
faut que tu me parles de la Suède, tu peux pas me faire un reportage sur le Zimbabwe à l'heure où je bouffe, quoi. Quoique j'aurais peut-être trouvé d'autres liens, hein. Je veux dire, c'est peut-être aussi le focus qui était très mauvais, certainement. Mais voilà, on a vraiment l'impression qu'il y a des rappels, des sous-entendus, tu regardes un film, tu vois des similitudes avec ta relation, etc. etc. Enfin, vraiment, une horreur, ce moment de revenir en France et de commencer à essayer de se retirer un petit peu les doigts, hein, si vous voulez, pour se changer l'état d'esprit. C'est pour ça que je parle souvent de déplacement de focus, et je sais à quel point c'est difficile, parce que dans ces moments-là, c'était compliqué. Voilà, très, très clairement. La troisième question, c'est à savoir si j'ai fait des erreurs dans ma reconquête amoureuse. Parce qu'évidemment, à travers mes vidéos, je décris ce qui est l'idéal, et on se dit, bah lui, il a mené ça les doigts dans le nez. Pas du tout. Des erreurs, j'en ai fait plein. D'ailleurs, je vous les ai décrites. Très mauvaise communication finalement, parce que zéro linéarité, de la demande, les timings. Alors j'étais capable d'envoyer 4-5 messages dans la journée, même si j'avais pas de réponse, de la demande, puis des textos. Parfois, il y en a un que je prends en exemple parce qu'il est pitoyable. Je le prends même souvent en exemple en coaching, c'est pour vous dire. Où, vu qu'il y avait cette idée de break, puis d'après d'annonce du next ex machin, enfin du nouveau mec quoi, qui était l'ancien, enfin bref, j'ai quand même dit à ma compagne, je lui avais mis, t'as mis ma tête dans la guillotine, t'avais mis ma tête dans la guillotine et tu viens de tirer sur la corde. Et je vous jure que c'est vrai. Ensuite, je m'assois et je regarde mon messenger de l'époque et j'attends une réponse quoi. Qui est évidemment jamais venu, hein, ça doit faire 12-13 ans maintenant, j'ai toujours pas de réponse à ce message. Et sur le coup, je trouve ça ignoble qu'on ne me réponde pas. Je me suis dit, mais comment ose-t-elle ne pas me dire quelque chose, ne pas me demander pardon? Elle me doit au moins ça. Après cette douleur, après cette souffrance, elle peut bien se mettre à ma place 5 minutes et se dire que, et venir m'apaiser, etc., etc., etc. Bon, évidemment, elle n'a pas du tout apprécié. Et dans ces moments où j'étais chiant, là c'est bon, hein, tu sais que pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, tu n'auras plus de contact et que ça va être relativement compliqué. Mais malgré tout, j'étais dans mon siège à attendre et à me dire, attends quand même, en plus petite image historique et tout, avec la France, c'est cool. Non, c'est pas cool du tout. Donc des erreurs, j'en ai fait énormément. J'ai fait que ça pendant les premiers mois, j'ai envie de dire. Et puis, ce qui était difficile aussi, et ça aussi, ça a été une autre erreur, c'est le fait que quand on a moins de communication ou qu'elle est pas bonne, on se penche sur l'interprétation, tout ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux, les Facebook, les likes, les machins, les trucs, les bidules, et on va tout interpréter en se disant là il y a un message subliminal. Et je me rappelle, je vous ai parlé là du truc où elle nous avait marqué qu'elle partait au boulot et moi j'avais compris qu'elle était restée à la maison. Et il y a un autre moment où je suis passé pour un abruti fini, c'est pareil, je crois que je l'ai déjà raconté, mais une photo d'un mec torse nu, il est sur un rocher et il est balèze quoi, voilà, c'est les pecs et tout, machin. Faut savoir qu'en Suède en plus ici ça pousse de la fonte et tout, pas trop mon délire, hein, ça vous l'avez déjà compris, je l'ai déjà fait cette blague là, mais c'est vrai, je vois qu'elle like ça, et très honnêtement, comme un petit couillon hein, de l'époque, je le prends super mal. Je me dis alors ça mec, c'est un message subliminal pour te montrer, non seulement elle est partie avec un autre mec, elle flirte avec d'autres, et puis c'est des masses et tout, comparé à toi, c'est pour te montrer que finalement en fait t'étais juste une erreur de casting, et que c'était juste le fait d'être français qui a fait qu'on était avec toi parce que youhou c'est sexy, j'ai pu venir à Paris en haut de la Tour Eiffel, mais en vrai tu vaux rien, t'es pas assez beau, t'es pas assez fort, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Et évidemment la bonne idée du jour, je lui dis, hein, je lui dis mais c'est quoi ce délire et tout, c'est ignoble, t'imagines, moi je vois ça, les gens ils voient que tu likes ce genre de photos, c'est dégueulasse, c'est tatati et tatata et blablabla. Et là je me suis fait absolument déchirer. Elle a eu la bonté d'âme de m'expliquer à quel point, pourquoi j'étais bête, idiot, stupide, ridicule, et elle m'a expliqué pourquoi elle avait mis ce like sur cette photo. Je lui en suis extrêmement reconnaissant aujourd'hui, et je me suis trouvé là aussi très couillon. C'est qu'en fait ce type là, ce qui l'intéressait dans la photo, c'est pas la photo, c'est pas les biscottos, c'est le rocher sur lequel il est, parce que, alors je sais plus, je crois que c'est en Grèce, hein, faut pas que je me plante, Grèce ou Italie, mais il me semble que c'est en Grèce. Elle était allée exactement au même endroit il y a des années de cela. Elle avait pris une photo dans le style là, où elle était avec son bikini en train
prendre la pause, quoi, hein, comme on peut déconner. Ce type-là, c'est un de ses collègues de bureau, j'allais dire, elle bossait dans un hôpital, donc pas de bureau, mais c'est un de ses collègues de travail, qui avait vu la photo, qui s'était moqué d'elle, et il s'avère que lui était parti donc en vacances là-bas. Et en plus, cerise sur le gâteau, ce type-là est homosexuel. Donc son corps, à la limite, s'il le met en exposition, c'est vraiment pas pour qu'Elena vienne mettre un like dessus, ça n'a rien à voir avec le physique, hein. Il n'y avait pas d'attirance, d'attraction dans ce registre-là du tout. Et moi, en voyant ça, je pète un câble, il y a le petit vélo dans la tête qui fait des tours de piste pour rien, et c'est là qu'on s'aperçoit que effectivement, le focus est pas bon du tout. Et puis, en plus de cela, une autre erreur qui me vient en tête, je l'ai bien ancrée dans mon cerveau celle-là, mais pour vous montrer que tout n'a pas été facile, et quand je vous parle de symbolisme, mais aussi de la capacité qu'on va avoir à le contrer, il y a eu ce moment où c'est comment ça s'appelle, la Saint-Valentin, le 14 février, où quand même de Facebook, elle retire le statut en couple, et où forcément moi je demande là aussi interprétation, hein, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça et tout, et sa réponse, parce que parfois elle me répondait à ce genre de questions pour après rester dans un silence, donc compliqué au niveau de la communication comme je vous le disais, et là elle me répond si je le laisse ce statut là, les gens vont se poser des questions. Et moi, intellectuellement, je me suis dit, non, ça colle pas, quoi. Si tu laisses le statut en couple, les gens vont rien dire, puisque ça fait 1 an et demi, 2 ans que tu l'as mis officiellement, tu l'as jeté au grand œil. Si tu le retires, c'est plutôt que c'est violent, affiché et contre moi, si vous voulez. Donc forcément, moi je me suis posé énormément de questions et on s'est aperçu à l'avenir que ça n'avait absolument rien changé, et que finalement les réseaux sociaux sont surtout ce lieu d'affirmation du pacte où on va balancer de grandes citations, mettre des likes, des trucs, des machins. Est-ce que ce sont des messages directs ou subliminaux qui vous sont adressés? Peut-être. Est-ce que ça change la capacité à mener une reconquête amoureuse? Absolument pas. En tout cas, vraiment éviter de se focaliser là-dessus, parce que moi ça m'a valu quelques engueulades et finalement une communication pas terrible. Question numéro 4, l'avant-dernière donc, quand est-ce que j'ai le déclic, finalement, parce que il a bien fallu que je change d'attitude, vous imaginez bien, avec ce que je prêche, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que j'avance et je change mon état d'esprit. Et bizarrement, mon déclic à moi, et c'est sans doute très personnel, c'est l'officialisation clairement affichée et avouée par ma compagne, enfin mon ex-compagne à l'époque, le retour de l'ex, quoi. Voilà. Et quand elle m'annonce ça, alors d'abord, j'explose, comme je vous le disais, je la traite de tous les noms et tout, et puis je me fais une promesse. Je suis très dans l'âme, et ça c'est peut-être mon signe astrologique, je suis bélier, ou j'en sais rien quoi d'autre, mais les fondations de qui je suis un compétiteur de l'extrême. Voilà. Moi, quand je joue, c'est pour gagner, que ce soit dans le sport, que ce soit un jeu de société, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit sauf au foot contre mon gamin, évidemment, je passe à côté de la balle, il me met des petits ponts, voilà, c'est cool. Mais autrement, je suis quelqu'un, voilà, j'aime bien gagner, quoi. Voilà. J'apprends dans la défaite, mais je préfère quand même gagner, faut être honnête. Et du coup, à ce moment-là, je me dis que je vais pas le laisser gagner, quoi. Surtout pas lui, parce que déjà pendant qu'on était en couple avec ma compagne, c'est un type qui s'amusait à me tailler des costards auprès du frère, auprès de ma compagne aussi, notamment avant que nous on officialise notre couple, qui essayait d'aller parler aux parents. Enfin bref, pour moi, vraiment une raclure, quoi. Et c'est totalement subjectif ce que je vous dis, évidemment, mais je me dis que du coup je vais pas me laisser faire, c'est dead, et que ma mission, si je l'accepte, c'est au moins de retourner en Suède, au moins de la revoir et de lui montrer que ce qu'elle a jeté en l'air, ça a créé un monstre, mais un monstre de positivité, quelqu'un qui est capable de se relever, quelqu'un qui est capable d'aller de l'avant, et quelqu'un qui est capable de j'allais dire la faire tomber, pas dans le sens violence du terme, mais lui faire se dire que ah merde, j'ai peut-être fait une bêtise, quoi, si vous voulez. Et à partir de là, mais vraiment, j'ai envie de dire en 10 minutes, quoi. J'avais toujours cette tristesse, cette douleur, j'ai commencé à réduire à mort l'alcool et je me suis dit comment je fais pour aller en Suède. J'avais pas une thune, je me suis dit il n'y a qu'un seul moyen, il va falloir bosser. Et c'est là que tout va commencer, ce que je vous décrirai plus dans la partie reconquête amoureuse, parce que
finalement, là, tout ce que je vous décris, cet état de latence, de lamentation, de tristesse, de douleur, c'est pas de la reconquête amoureuse, ça, c'est le processus de deuil et d'acceptation de sa rupture amoureuse, si vous voulez. Donc là, je suis pas encore en reconquête, je ne le sais pas, je crois que je suis en train de faire, peut-être pas ce qu'il faut, mais en train d'espérer, en train de fomenter, en train de réfléchir. En vrai, je suis juste en train de me lamenter, mais c'est à partir de ce moment-là où, pour moi, ma reconquête va véritablement commencer parce que je vais changer d'attitude et effectivement ça va commencer par l'arrêt de l'alcool, ce qui fait quand même du bien, hein. Quand tu arrêtes de vomir quand tu te réveilles, c'est quand même pas mal, ou quand tu dors c'est encore pire. Ça va être le fait de trouver du travail, donc ça va être le fait de reconstruire aussi une communication bien meilleure, etc., ce que je décrirai dans la vidéo de la semaine prochaine et de la suivante. Mais le déclic, très franchement, pour moi ça a été un match, quoi. J'ai mis le maillot de l'équipe de France et je me suis dit maintenant on va détruire les Vikings, quoi. Bon, à la fin c'est cool, j'ai gagné, j'en ai chié quand même, hein. C'était un bon gros derby, j'ai envie de dire, un bon gros match avec des tacles au niveau de la gorge, mais en tout cas s'il y a un déclic, pour moi ça a clairement été cela, et c'est pour ça que je vous dis aussi que je comprends l'idée que quand on change, au début on le fait pour l'autre. Moi je l'ai fait contre l'autre, voilà, contre ce mec-là, très clairement. C'était ma motivation du jour. Il y a des moments où quand je pleurais, j'allais pas bien, je faisais du tennis un petit peu à l'époque, j'allais prendre, je prenais ma raquette, j'allais prendre 2-3 balles, j'allais contre un mur, parce qu'on avait un mur d'entraînement pas très loin de chez moi, et je tapais dans la balle, en imaginant que, évidemment le camion qui passe, toujours, hein, quand je filme, en imaginant que c'était sa tronche, voire ses parties génitales, hein, soyons honnêtes, hein, voilà, je suis pas un télétubbies non plus, hein, je suis pas juste gentil, il y a des fois, voilà, hein, t'as envie de le bouffer tout cru le mec. Mais ça a été un élément de motivation qui a permis ce déclic-là, et qui a permis effectivement de faire changer pas mal de choses là-dedans, et au final ça a donné des résultats. Mais ces résultats-là ne viennent pas sans la sueur, le sang et les larmes, hein, dont je parle aussi souvent. La dernière question de cette vidéo, qui est sans doute celle qui vous intéresse le plus, ou pas, j'en sais rien, mais je vais quand même la mettre en relief parce qu'elle m'est souvent posée, c'est finalement, elle, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent pendant tout ce processus au moment de la rupture amoureuse. Alors, il faudrait lui demander, et c'est prévu, hein, ça j'en reparlerai un petit peu plus tard parce que un peu timide tout ça devant la caméra, mais c'est prévu qu'il y ait de l'intervention. J'ai la chance, vivant aujourd'hui avec elle, d'avoir déjà posé ces questions-là et d'avoir eu des réponses, et très clairement, j'ai envie de dire que, à ma grande surprise, elle était un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle était complètement perdue, elle savait pas du tout comment réagir, elle se sentait extrêmement coupable parce que finalement ce que moi j'avais pas prévu, c'est que la trace que j'avais laissée en Suède, c'était une trace plutôt positive. Son frère à ma compagne, avec qui on vivait au moment de la rupture, m'adore, enfin franchement j'ai envie de dire c'est mon meilleur ami, évidemment on a un lien, voilà, mais c'est vraiment une personne, là on a prévu d'aller faire du rafting après-demain ensemble, quoi, donc voilà, on est vraiment très proches. Les parents m'apprécient énormément, et c'est des gens qui ont dit beaucoup de bien de moi pendant ma séparation, c'est des gens qui trouvaient que son retour avec le next, la tierce personne, était une très mauvaise idée, voulaient pas l'influencer mais ne la sponsorisaient pas non plus totalement, et puis il y avait pour elle la différence aussi entre l'idée de je me sens pas bien, je dois donner une chance à ce nouveau couple avec ce mec là qui m'a fait tant de promesses, et puis la personne que je laisse de côté et qui commence à me manquer, quoi, aussi au fur et à mesure des jours. Alors pas assez pour qu'elle me rappelle d'elle-même et qu'elle me dise mon chéri reviens, elle a l'impression de s'être engagée dans un tunnel, et un tunnel à sens unique, hein, de ne pas pouvoir faire marche arrière, mais énormément de culpabilité, de la douleur, hein. Elle m'a raconté un soir par exemple où elle était toute seule chez elle, et où chez son frère, donc où ils vivaient ensemble, et où elle a pleuré pendant des heures, et son frère rentre dans la chambre et en lui demandant ce qu'elle a, et elle lui dit mais merde, je crois que j'ai fait n'importe quoi, il y a quelque chose de prometteur d'un côté et puis une destruction totale de l'autre. Elle lui a même dit aujourd'hui, si j'étais assise dans une voiture et que la voiture se plantait dans un arbre, j'en aurais rien à foutre, quoi, voilà, alors que c'est pas du tout le style de la maison. Donc et quand elle a ce genre de pensée, elle se dit aussi que merde, je devrais être heureuse normalement puisque je suis dans un nouveau couple, mais en même temps il y a cette culpabilité, il y a cette destruction, il y a la grandeur, si vous voulez, de ce qui a été remis en cause, parce qu'à la base je quitte quand même mon pays pour m'installer avec elle, on a fait
tellement de choses ensemble pendant cette année et demie à peu près où on est ensemble. Et puis il n'y a jamais eu de grosses prises de tête. Il y avait tous ces projets, il y avait voilà, hein, il y a tout ça jeté à la poubelle, bah, ça lui a créé de la culpabilité et ça a créé un manque de linéarité chez elle qui est lié au mien, hein, mais où elle m'a dit bien plus tard qu'elle avait aucune idée de comment communiquer avec moi. Elle m'a aussi expliqué un contraste assez gigantesque entre ce que je communiquais, ce qu'elle percevait de ma communication plutôt, et la manière dont elle répondait quand j'envoyais des grands textes en lui disant « mais tu sais, je t'aime, ça va aller, t'en fais pas, tu vas t'en sortir, et puis on va relancer le truc et tout, machin », où elle me répondait pas, par exemple, parce que ce genre de choses, c'est difficile à répondre, ou des discussions plus banales où je dis « j'espère que tu vas bien », elle me dit « oui, merci », tu vois, ce genre de truc qui, moi, m'apporte rien, finalement, où elle me disait « mais je pouvais lire le message, y penser, écrire un pavé, l'effacer, puis juste mettre oui à la place, parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir matcher ta douleur, de ne pas être dans la position d'y répondre, de ne pas avoir de légitimité à y répondre, et puis j'avais pas envie que tu me poses des questions sur l'autre type en même temps, et puis j'avais pas envie d'être celle qui t'apporte du réconfort alors que je suis avec l'autre type, et tout ça faisait que sa communication était pas top non plus. La mienne était à chier, hein, pour être honnête, mais la sienne n'était pas ni revigorante, ni dynamique, ni sympathique, c'était très plat, pas très linéaire parce que parfois on me répondait, parfois on me répondait pas, j'étais pas une priorité, ce que je comprends évidemment aujourd'hui, mais sur le moment, quand elle me dit bah écoute, on finit une conversation à la con avec comment tu vas machin, et qu'elle me dit bah ce soir je sors avec une copine, passe une bonne soirée, la bise à tes parents, ciao. Et pendant la soirée évidemment, moi j'envoie un truc parce que je suis flippé que est-ce qu'elle est avec ce mec-là, puis je veux aussi savoir comment elle va, et qu'elle te répond 3 jours plus tard, tu te dis attends, manque de respect. Toutes ces questions-là, tous ces raisonnements-là, je les ai eus. Elle, finalement, c'était pas un manque de respect, c'était qu'elle savait pas du tout comment réagir. Est-ce qu'elle m'aimait ? Oui et non. En même temps, elle était avec un autre mec, donc elle va pas me dire qu'elle est amoureuse de moi. Et puis, elle l'était plus vraiment, vu qu'elle avait cette volonté de mettre une barrière entre nous. Mais il y avait quand même un fond de petit quelque chose qui est juste indescriptible, quoi, qui est juste indescriptible. Et c'est ça, c'est cette petite chose indescriptible que nous, on veut mettre en relief à travers ce qu'est une reconquête amoureuse. Et la mienne, la description de ma reconquête amoureuse, elle commence vraiment la semaine prochaine, parce que là, on est dans quelque chose qui, tout ce que je vous ai décrit à travers ces 2 vidéos, c'est l'espèce de boule d'énergie qui va m'amener à faire plus ou moins dans le détail ce que je vous décris aujourd'hui et ce qui amène nos réflexions autour de ce qu'est, ce que représente une reconquête amoureuse. Voilà, j'espère que vous avez tous les détails dont vous aviez besoin sur ma rupture amoureuse. Vous n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours énormément plaisir, hein, on va pas se leurrer, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent, et puis toujours sous les vidéos le petit descriptif qui vous permet d'avoir les liens pour continuer le travail avec moi main dans la main pour avancer dans votre reconquête amoureuse. Voilà, je vous abandonne là pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine, et là ça va être plus glorieux, plus dynamique, plus agréable sans doute, mais on sait que dans cette rupture on va passer par de la négativité, et mon boulot c'est de vous tendre la main pour vous sortir de là. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.